parti alors. Je vais masquer ça. Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve une quatrième fois. Alors cette fois, c'est un retour d'expérience que je vais faire. Retour, pardon, ça va mieux se passer. Retour donc sur ce qu'on appelait les rencontres de Creative Machine. Voilà, c'est la quatrième et avant-dernière session qu'on fait ensemble. La prochaine, je le rappelle, sera en fait basée sur vos questions. Donc, peut-être que Rubica est en train déjà d'organiser ça, de ramasser un petit peu, de rassembler vos questions et j'essaierai d'y répondre autant que je pourrai. Ça peut être sur les sessions précédentes et je pourrai revenir dessus au besoin. Voilà, donc les rencontres de Creative Machine, c'est quoi? Je vous en parle à chaque fois. Creative Machine, déjà, c'est un groupe de travail qui a été initié, en même temps qu'en fait a été construit cette session, ce cycle de conférences, en fait. Ça fait partie du même mouvement, quelque part, du fait que l'industrie, à travers les écoles et plein d'autres acteurs du secteur s'organisent pour donner du sens un petit peu à tout ce qui arrive avec l'IA et entre autres l'IA générative, parce que l'IA n'est pas nouvelle. Au départ, donc, ça a été lancé par une autre école, Creative Seeds, en association avec l'université de Rennes 1, l'IRISA, qui sont des centres de recherche, à travers des financements de France 2030. Voilà, il y a toute une partie administrative dans le but d'anticiper le futur de nos métiers. Et il y a déjà un serveur Discord dans lequel peut-être certains d'entre vous sont. Je remettrai le QR code à la fin pour s'y connecter. Et en fait a eu lieu un gros événement la semaine dernière, qui a duré tout un week-end et un lundi. Donc pendant le week-end, il y a eu une jam du 12 au 14 avril, du vendredi soir au dimanche après-midi. Une jam dans laquelle il y avait une trentaine de participants. On aurait pu monter, on avait une jauge à 100 participants, mais c'est pas plus mal qu'on ait été un petit nombre. Enfin, c'est déjà pas mal, 30 de professionnels c'était ouvert à tous, hein, et bien sûr beaucoup d'étudiants sur place, mais pas que, des développeurs, des gens de tous âges, tous métiers aussi, des gens de la prod par exemple, sur le thème de IA, utopie ou dystopie, avec pas mal d'IA. Enfin, je vais détailler tout ça à suivre. Et puis le lundi, il y a eu ce qu'on appelle un séminaire dans le monde de la recherche. C'était là une journée de table ronde et de conférences plutôt ouvert aux professionnels. Et là, la salle était comble, on avait une centaine de personnes. Donc voilà, donc ça a été, ça a été quoi ces journées? Déjà sur la jam, on a utilisé pas mal d'IA qu'on a pour certaines, on a acheté des comptes, temporaires, et pour d'autres, il y a pas mal étaient accessibles, on va dire, gratuitement. Et puis, il y avait aussi des spécialistes sur place, donc pour tout ce qui était texte, scénario, paroles de chansons, parce qu'il y a eu des clips de faits, il y a eu beaucoup de choses, je vais vous détailler tout ça. ChatGPT bien sûr, Copilot, des choses comme ça. Pour la musique ou les voix ou les sons, Eleven Labs, ça c'est typiquement pour la voix. Suno et Udio, c'est deux stars du moment pour générer de la musique qui sont assez impressionnants et même des chansons. Et puis pour les images, l'inévitable Midjourney, DALL-E, Créa qui permet d'itérer en temps réel, la série Adobe avec Firefly et tout ce qu'il y a dans Photoshop, hein, de Creative Fill et compagnie. Stable Diffusion, alors ça c'était un gros package, c'est un outil open source qui a été packagé sur place à travers l'interface ComfyUI, qui est une interface nodale. Scénario, c'est en gros, c'est aussi Stable Diffusion, mais mis en scène sur à travers en SAS, hein, sur le web, avec une interface vraiment intéressante, très pratique en tout cas, surtout pour les non spécialistes. Et puis pour tout ce qui est upscaler, c'est enrichissement d'images, Magnify, qui a des choses dans Stable Diffusion aussi, et de la génération de vidéos avec Runway, Pika, Kyber, des forums dont le développeur était présent et a fait des masterclass. Et puis même, on s'est essayé à de la 3D avec CSM 3D, il y en a d'autres. Bien sûr, Mixamo, qui est de l'IA dans le fond, pas générative, mais qui est tout à fait utilisable, et puis des outils de scan et de Gaussian Splat. Et bien sûr, pour tous ceux qui pouvaient, on a dégainé Maya, du Nuke, du After Effects, du Premiere, etc. pour faire des films. L'idée était de rendre le dimanche après-midi des films. Et comme support, on avait donc des masterclass et des intros par des spécialistes qui étaient venus ou qui étaient en distanciel.
sur des forums Midjourney, sur Scénario, il y avait les gens de Scénario et puis des tutoriels qu'on avait fait en français exprès, d'introduction et d'explication, de manipulation de base de pas mal d'outils, dont, surtout Comfy UI et Stable Diffusion, et puis de la curation de plein de tutoriels aussi qui font sens pour nous, en plus de mentorat sur place. Donc ça donnait quoi? Bah, des choses, très variées, parce que le public était varié, le niveau de compétences était varié. Des choses très AI art, on va dire, du type de ce qui bouge là en haut à gauche. Ça, c'est un vidéoclip, de métal, dont d'ailleurs tout un album a été créé par par IA pour le fun pendant le week-end. Sur le mix entre des champignons et des IA. Au milieu, c'est aussi très AI art. Là, le procédé, c'était vraiment Midjourney, puis du Renoir derrière, et puis des voix vachement intéressantes faites sur Eleven Labs et de la musique autour d'une rave party du futur. Alors, c'était beaucoup Burning Man. C'est en fait la direction qu'ont pris les images et ils ont surfé dessus pour créer cette expérience-là. En haut à droite, là, c'était créé par quelqu'un qui vient de la production, donc qui n'est pas graphiste et qui s'est essayé à l'exercice et voilà, qui est assez contente d'elle. En bas à gauche, c'est des choses. Alors, je vous montre pas tout, hein, il y avait une dizaine de films. C'est quelque chose de beaucoup plus scénarisé, avec un petit personnage qui utilise lui-même de l'IA générative, faut croire. Et en fait, ils ont fait des allers-retours dans plusieurs logiciels pour générer une petite histoire super rigolote. Au milieu, en bas, c'est, typiquement de l'AI art. Alors c'est des gens qui avaient déjà pas mal d'expérience sur Midjourney. Je sais pas comment ça passe en stream là, mais, de toute façon, on a capté tout ça, ça va être diffusé après coup, hein. Ils ont créé tout un univers avec des hommes arbres, des choses comme ça, des images, complètement fascinantes, mais qui sont très IA. Et puis en bas à droite, là, c'est l'expérience d'un spécialiste déjà qui a mélangé une vidéo qu'il a fait d'un arbre dans la cour et de transformation par IA de choses, voilà. Pour mélanger un petit peu les mondes. Et puis il y en a eu d'autres, comme par exemple ce graphiste-là qui est très chevronné, hein, qui vient de mathématiques, je crois, qui a essayé à partir des images les plus simples, de faire des images les plus compliquées. Donc c'était assez fun. Il en a même fait carrément, il a eu le temps de faire un making of. Et puis voilà, globalement, si on en tire la conclusion, c'est que c'était très fun. Il y a eu une super ambiance. Il y a beaucoup de gens qui venaient pourtant avec quelque angoisse, hein, des professionnels comme des étudiants. C'était le but, d'ailleurs, c'est le but global de tout ce qu'on fait, hein, de cette conférence aussi. C'est d'essayer d'éclairer, de donner du sens et de se rendre compte un petit peu de tout ce qui arrive, parce que c'est souvent marketé comme étant des choses très, très disruptives et qui vont tout changer, tout bouleverser. En fait, on se rend compte, il y a beaucoup d'étudiants, entre autres, qui se rendaient compte ou de professionnels, que ça marchait pas si bien que ça, que dès qu'on voulait faire un truc précis, bah, ça partait en sucette et que, en fait, les œuvres les plus intéressantes ont été faites en surfant, en obéissant un petit peu à ce qui sortait et en activant tout ce qu'on pouvait de savoir-faire, professionnel, on va dire, pour le mettre en scène, mais que quand on voulait faire l'inverse, mettre en scène une idée précise, les outils sont pas encore tous très mûrs, ou alors il faut les injecter petit à petit. Par exemple, pour faire de la 3D avec des mouvements précis, c'est le cas du tout petit personnage en haut à droite là, ça a été, un peu une galère. Il aurait fallu beaucoup plus de temps que quelques heures dans un week-end, quoi. Les questionnements juridiques et éthiques, ils restent, mais je vais en revenir dessus. Et voilà, de toute façon, on va en faire un making of, il y aura des interviews des gens, et une autre chose aussi, c'est qu'il y a un effet de désappropriation. Quand l'image, est générée en 90 par un algorithme, le graphiste qui est en face, il se dit: «Bah, j'ai pas vraiment de quoi être fier, même si c'est très beau». Ça, c'est un aspect intéressant, je trouve. Côté juridique et éthique, eh bien, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait en masterclass des développeurs qui étaient eux-mêmes artistes. Donc c'est vraiment des gens qui développent ces outils-là sur la base, on l'a vu, je rappelle, 2 sessions en arrière, problématiques d'un point de vue juridique sur les datasets d'entraînement, entre autres. La réponse à nos questions là-dessus, c'était, bah, de toute façon, la technique va plus vite que le droit. En fait, on court plus vite que les avocats et les juges. Et bientôt, de toute façon, on n'aura même plus besoin de data copyrightées, en fait, pour s'entraîner. On va les générer nous-mêmes. Donc, on sera passé à une autre époque et les questionnements actuels auront plus de sens. Dans la réalité, ça répond qu'à moitié à la question. Donc, ça ne répond pas à la question. C'est-à-dire que c'est une attitude littéralement irresponsable dans le sens où ça ne répond pas. Par exemple, vous avez vu des hommes, arbres peut-être dans un des exemples que je donnais, les étudiants qui ont fait ça, alors je sais pas si c'est sur Scénario, il me semble, ils ont créé un modèle, c'est-à-dire un LoRa si on veut. C'est-à-dire ils ont surentraîné une IA qui est basée sur Stable Diffusion pour lui faire, générer
des hommes, végétaux, des humains végétaux. Et moi, j'ai utilisé leur modèle en tapant juste le mot swamp, qui veut dire marais et en fait, ça m'a donné, plusieurs, réponses dont celle-ci qui est à gauche et bah, je l'ai comparé avec un personnage connu, qui a une IP connue, qui a un modèle déposé quelque part, qui est le Swamp Thing, que vous connaissez peut-être, hein, qui est une BD au départ et qui est devenue une série télé et j'ai peur que l'un ressemble énormément à l'autre et que si, en ne faisant pas attention, ils avaient eux-mêmes tapé Swamp et généré et utilisé ce personnage-là, s'ils ne connaissaient pas l'IP, ils auraient été, en fait, dans l'illégalité d'utiliser, c'est comme s'ils avaient utilisé Mickey ou donc c'est quelque chose, voilà, en sortie à faire, sur lesquels faire attention et par exemple, quelqu'un a voulu, représenter un dieu de la guerre. Il a tapé alors ça marche mieux en anglais en général ces outils, God of War. Il ne pouvait pas sortir de ce design, du personnage central de God of War, le jeu vidéo. On pouvait pas. Alors que quand on tape God of Love, de base, ça nous sort toute une grande variété de générations. Donc faut vraiment faire très attention. Là encore, on reconnaît le personnage, mais quelquefois on ne reconnaît pas. Par exemple, je plains énormément les gens qui vont devoir faire, des images avec des images génératives sur, l'artisanat en Italie, par exemple. À partir du moment où ils vont t'appeler plombier et Italie dans la même phrase, ça va donner ça. C'est ce que j'ai fait et ça donne ça alors que je n'ai pas demandé je n'ai pas cité Nintendo, j'ai pas dit que c'était 2 frères, j'ai pas dit, voilà. C'est un gros souci et là encore, encore une fois, on reconnaît les IP, mais ça peut ne pas être le cas. Je reviens sur le week-end, en fait, il faut savoir que l'endroit où ça se passait, il y a plein d'autres entreprises. Il y a des développeurs, il y a une école de dev, il y a des studios son et ils accueillaient, une école de radio, en fait, une radio locale et comme travaux pratiques, des étudiants, interviewaient, bah, en fait, tous les gens qui passaient dans la jam, enfin beaucoup de gens qui organisaient la jam, donc j'ai été interviewé parmi plein d'autres gens. Ça se passait sur radiolaser.fr, ça fait partie des choses qu'on pourra rediffuser, c'était enregistré, c'est accessible en ligne, et c'est un bon résumé, et un bon souvenir de ce qui s'est passé. Et puis donc il y a eu cette troisième journée qui est une journée de conférences et de table ronde. Donc voilà, ça c'était la le déroulé avec le matin plutôt on partait du passé, des gens qui ont beaucoup d'expérience et des scientifiques qui travaillent dessus et des juristes et puis l'après-midi on parlait du futur, comment préparer le futur. Donc je vais revenir un peu rapidement, alors ça c'est un peu mes notes et moi ce que que je me rappelle, mais donc j'ai 10 minutes pour vous parler d'une journée entière, hein, de ce qu'ont dit des spécialistes, de questions-réponses, donc je vais bien sûr résumer, je vais peut-être dire des bêtises. Je vous engage, dès que ça sera disponible, il faut savoir que ça a été capté par 3DVF, donc ils vont eux-mêmes faire des articles dessus et diffuser sur YouTube toute la journée en fait. Et nous-mêmes, on va aussi diffuser le making-of de la jam, les films de la jam et plein d'autres choses autour. Et il y a déjà, comme vous l'avez vu, des choses à travers la radio. Donc Gulva Roll, c'est une enseignante chercheuse et elle travaille sur de la génération de mouvements 3D à travers des bases de données qu'ont les chercheurs qui travaillent sur des mouvements 3D. Le truc, c'est que la problématique pour nous, on va dire professionnels du mouvement 3D, c'est que leur base de données, elle est pas bonne. Déjà, il y a plein de problématiques de qualité. Donc en fait, tout ce qu'ils en sortent, bah, algorithmiquement, c'est sympa, mais en fait, c'est pas du tout utilisable et c'est pas très inspirant. Et donc elle-même, elle s'en rend compte, comme plein de chercheurs. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes un peu sur des rails. Ils utilisent, bah, ils enchaînent les dossiers de recherche toujours sur les mêmes données et en fait, elle se rend bien compte que et c'est pas la seule à le dire, je l'entendais la semaine d'avant dans une journée aussi de conférences du même type. Les scientifiques ont vraiment besoin de rencontrer maintenant les artistes et au lieu de proposer et c'est un peu le problème qu'on a avec les IA, c'est que on va dire, c'est des solutions qui recherchent des problèmes, quoi. Voilà et puis il y a une grosse problématique et là, c'est vraiment le cœur de son travail pour décrire le réel, décrire le mouvement. C'est comment on le décrit, avec quels mots, c'est quoi un mouvement, et cetera. Donc c'est ce qu'on appelle la sémantique, mais c'est le cas pour tout ce qui est 3D, en fait. Et puis François Pachet, alors quand les choses seront en ligne, je vous engage au minimum à écouter ce qu'il a montré, parce qu'il est passionnant, il était même très drôle. C'est quelqu'un qui a une énorme carrière dans la génération, synthétique, l'analyse de la musique et c'est lui-même, il est musicologue, musicien et cetera et en fait, il a pas travaillé enfin, il nous a pas vraiment montré le travail sur la musique, il nous a parlé de ce que ça voulait dire de la création et entre autres de la fausse promesse qui est que si on arrive à capter le style, parce que c'est vraiment au cœur du projet, alors on va capter le succès. Si on prend un style qui a du succès, on va capter le succès. Le problème, c'est qu'en fait, ça a été analysé, le succès, entre autres à travers la musique, et on sait que le succès n'est pas du tout
enfin est décorrélé, est très facilement décorrélé de la qualité. En fait, le succès, à partir du moment où le succès d'une œuvre, à partir du moment où ça se passe dans un environnement socialement très riche, où il y a des interactions sociales, le succès dépend de la dynamique des goûts, c'est-à-dire de la pression sociale. Et donc, et même si on peut analyser mathématiquement la qualité de certaines œuvres, en fait, elle est complètement décorrélée du fait que ça marche ou que ça marche pas. Il y a une chose par contre qui est complètement constante, c'est le fait qu'un morceau de musique, par exemple, on sait à quel moment les gens arrêtent de l'écouter, à quelle milliseconde, et ce profil-là, ce profil de skip qu'on nomme comme ça, il est constant, à travers tous les continents et à travers les décennies aussi. Il est toujours le même et ce qui est assez drôle, c'est que là où les gens arrêtent d'écouter quelque chose, ou c'est-à-dire qu'ils l'abandonnent, c'est en fait exactement, c'est là où l'œuvre elle est porteuse de caractéristiques qui permettent son succès aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des ruptures, des choses intéressantes dedans et donc en fait, on c'est interdépendant. Si vous voulez faire des choses qui ont du goût, en gros, qui vont plaire, c'est des choses qui vont forcément déplaire, quelque part. Voilà, j'avance parce que j'ai quand même beaucoup d'intervenants à résumer. Il y a eu une keynote juridique, d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Il annonce et c'est pas le seul, c'est des choses ce que j'ai mis en gras, c'est des choses qui revenaient souvent dans la journée et que j'ai entendu par ailleurs. Ça annonce vraiment une différence maintenant entre la création de contenu et la création d'œuvres. Ça va être presque 2 champs qui seraient bons de traiter assez différemment, même du point de vue du droit, en fait. Le contenu étant un peu, les choses au kilomètre, pour lequel l'IA peut aider. La création des œuvres, l'IA ne peut aider qu'à vraiment des petits endroits. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui aussi avait une phrase très proche de, de ce que le développeur disait pendant le week-end. Il disait que les voleurs courent plus vite que les juges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'emploie pas tout à fait le même mot, il emploie entre autres le mot voleur. Et que de toute façon, le droit de la propriété intellectuelle pourrait ne toucher que sur 2 pôles de sanctions, qui est sur la contrefaçon, c'est-à-dire le fait de reproduire sans autorisation, ça serait un vrai problème, et sur le parasitisme, c'est-à-dire de reproduire avec le même style, mais dans le but de, en gros, de pratiquer de la concurrence déloyale. Donc là, il faut vraiment faire attention à comment on pratique et pour les gens qui développent des choses à partir de sources, ne pas croire que quand c'est à disposition ou que c'est disponible sur internet, que c'est légalement disponible. C'est 2 choses complètement différentes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs plein de procès. On a eu aussi toute une partie sur le retour de la jam avec, entre autres Jade Autin de Frogbox qui travaille dans la production, qui a fait certaines images et Jean-Michel Biorel, alors lui qui est un spécialiste, qui est un graphiste, de haut vol, qui est professeur à Creative Seed, qui a mis en place beaucoup de choses et fait beaucoup de tutoriels. Où ils ont fait le résumé que je vous ai fait moi en quelques secondes. Ils l'ont fait en quelques minutes en montrant tous les films. Plus tard, on a eu une session sur, alors c'est très intéressant parce qu'il y avait 2 mondes sur comment on implémente des IA génératives dans des studios. Alors il y avait à la fois des gens qui, fabriquent des outils, donc en diagonale, c'est Marie Gérard et Stéphane Doniquian, ils fabriquent des outils pour les studios et de l'autre diagonale, Benoît Maujean et David Chadwick, eux, ils représentent les studios. Le problème, c'est qu'à gauche, enfin, la chose à noter, c'est qu'à gauche, c'est plutôt des studios de jeux vidéo qui travaillent pour le monde du jeu vidéo et en plus, on est plutôt dans le domaine des boîtes, agiles, assez petites mais ambitieuses, qui s'adaptent et qui, eux, sont pleines balles, comme je disais, dans l'adoption des outils qui, pourtant, pourraient poser problème, juridiquement, éthiquement. Et à droite, on est dans le monde du cinéma et on représente en plus pour Technicolor, en la personne de Benoît Beaujean, on représente des très gros groupes pour lesquels c'est assez problématique. C'est très touchy, on va dire, ces sujets-là. Donc en gros, à gauche, on est vraiment sur des acteurs agiles, donc ils représentent pas forcément tous les grands joueurs, du jeu, tous les grands fabricants. Ils se posent bien sûr plein de problèmes sur le comment contrôler les images et ils ne peuvent générer pour l'instant que des images fixes. Ils sont obligés de jouer ce jeu-là parce qu'ils sont dans un marché qui est tout de suite international. Quand un jeu sort, un jeu sur, mobile, c'est ce que font, Pop Screen Games, de David Chadwick, il est, en concurrence avec des jeux chinois et cetera. Alors c'est pas forcément le cas des films, en fait. Et donc à droite, on a, Benoît Maujean qui pouvait parler qu'en son nom parce que c'est un sujet tellement touchy, mais il mettait aussi en évidence le problème de la sémantique. Quand on travaille sur des données, génératives, il faut savoir les nommer et c'est pas si simple en fait et qu'en fait, il y a beaucoup d'outils qui travaillent avec de la 2D et en fait, c'est pas la 2D qui permet de travailler bien, c'est vraiment les représentations 3D qui permettent de collaborer. Stéphane Doniquian, lui, donc c'est le PDG de Golem, le cofondateur, c'est un ancien chercheur. Ils font beaucoup de machine learning autour du rig et de l'animation et en fait, ils pouvaient nous montrer rien du tout parce que justement leur particularité, c'est qu'ils travaillent avec les données privées de leurs clients
et pour cette raison-là, il peut pas les montrer et c'est très bien comme ça et donc on voit quand même 2 approches complètement, divergentes là-dessus et qui vont perdurer, hein. C'est des choses qui vont rester comme ça, je pense. Point de vue formation, là, ça peut intéresser les gens de Rubica. On a eu déjà des gens de la formation, des ingénieurs et des chercheurs, en fait. Donc, une professeure de l'ERISA qui disait qu'en université, dans le fond, ça avait rien changé l'arrivée de ces modèles. Les fondamentaux, ils restent les fondamentaux mathématiques. Bien sûr, maintenant, ils parlent des modèles de diffusion et des transformers, c'est des nouveaux algorithmes, mais voilà, dans le fond, ça ne change rien. Hem, il y avait quelqu'un de l'AFDAS, alors ça, c'est une institution, pour ceux qui connaissent pas, qui organise et finance la formation continue. Eux, ils ont vu la demande exploser en termes de formation continue. Les 6 premières semaines de 2024 représentent le nombre de demandes de la moitié de l'année dernière déjà, donc des 6 mois de l'année dernière et c'est principalement les 2 tiers, c'est autour des bases de la base, hein, des outils de base de ChatGPT, Midjourney et les concepts de base et puis après, il y a eu les écoles, donc Simon Vanès d'Artefix, qui disait que, bah, il y avait c'est un peu ce que je disais de la jam, hein, il y a une volonté de répondre à l'angoisse des étudiants, des professeurs, des parents et de toute l'industrie sur, bah, qu'est-ce qui se passe avec ces outils-là qui ont l'air d'arriver plus vite que les autres et en fait, leur manière de réagir, c'est de vraiment, focaliser, de souligner les bases fondamentales de mathématiques, d'une part, de ce qu'il y avait derrière, parce que c'est une école vraiment d'effets spéciaux et puis d'histoire de l'art, il y a rien de nouveau et cetera. C'est des choses qui arrivent, bah, qu'il faut inscrire dans un continuum. Ils ont quand même investi pas mal, alors je crois qu'ils ont aussi de l'argent de France 2030, ils ont investi pas mal en GPU, en machines dédiées et ils forment aux outils, tout comme l'INA d'ailleurs, ils font beaucoup de formation continue. Eux-mêmes, le terme «répondre à l'angoisse» revenait souvent, ou du moins cette notion. Pour cette raison-là, ils ont fait beaucoup de ces formations de base, décrits par l'AFDAS l'année dernière et maintenant ils se rendent compte que c'est devenu des outils, typiquement Stable Diffusion et Comfy UI, des outils qui deviennent assez inévitables pour les gens qui font du motion design et qui se posent aussi moins de questions sur, que le cinéma, par exemple. Et puis il y avait Camille Campion qui était le modérateur, mais qui représente Creative Seeds. Bah, en fait, il y avait les mêmes réponses. En gros, ils forment et ils informent aux bases de tous ces outils-là et puis, bah, parmi les efforts qu'ils font, ils ont lancé Creative Machine, voilà, pour une petite mise en abîme et puis, bien sûr, les rencontres de Creative Machine au cœur duquel on était et puis, pour la fin, on avait un petit peu de prise de recul avec, une sociologue avec une, chef de service du CNC, donc c'est vraiment une institution qui délivre des aides aux innovations, pour le cinéma et le jeu vidéo et puis Cédric Lejeune qui est un spécialiste de l'impact environnemental. Alors je vais lire de droite à gauche un peu, en commençant par la sociologie. Alors elle était bavarde, donc j'ai essayé de résumer, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle citait, Alain Touraine en disant que, bah, c'est pas nouveau tout ça, ça parle d'automatisation. L'automatisation, ça veut dire qu'il y a eu simplification, captation de motifs, répétables et c'est typiquement l'IA fait ça. Donc il y a rien de nouveau, même par rapport aux années 50 quand on étudiait ce qui se passait dans les usines, hein, où on captait les gestes de l'artisan et ça devenait des machines. Le fait est que les machines sont pas fiables à 100. Il faut les corriger, il faut être à côté, et donc l'humain est certes mis à la marge, mais en fait il surveille. Alors c'est des termes typiques de la sociologie, donc je vous renverrai à ces travaux d'Alain Touraine en mode surveillance-contrôle. Le tout, c'est que être en marge ne devienne pas être marginalisé, donc prendre garde à ça, ça va être le souci qu'on va devoir avoir et que de toute façon, les gens qui, utilisent des machines qui ont capté un savoir-faire, eux-mêmes, ils doivent mutualiser, ils doivent travailler en réseau pour, développer des bonnes pratiques et cetera. Et que dans le fond, en plus, pour les industries créatives et culturelles et surtout le cinéma, on est beaucoup dans on dit souvent dans notre industrie qu'on a une industrie de prototypes. Chaque film est un petit peu un prototype. On va pas refaire exactement de la même manière, le film suivant, même si c'est dans le même genre et cetera et donc en fait, les processus fastidieux de créatifs qui sont connus même en sociologie, ils restent présents, ils sont inévitables et que les compétences académiques qui sont derrière restent tout à fait précieuses, d'où l'intérêt, comme, Artefix par exemple, de souligner toujours les fondamentaux en histoire de l'art et compagnie. Et puis, le CNC, ben, c'était intéressant parce qu'elle revenait d'une sorte de voyage d'études qui n'était pas au départ dédié forcément à l'IA générative, mais qui a pris une grosse place, et avec pas mal de questions et entre autres, elle soulignait elle aussi, comme le juriste, que clairement on allait vers une industrie, qui aura vraiment 2 branches, la branche des créations de contenu et la branche de création d'œuvres avec peut-être des fonctionnements assez différents. Ce qui est pas forcément mal, mais il va falloir s'organiser et que tous les techniciens n'avaient pas pour vocation, ni même envie forcément, tous les techniciens du cinéma, dont vous faites partie, et du jeu vidéo et cetera, à être des auteurs forcément.
Donc on va pouvoir s'organiser peut-être autour de ça. Puis Cédric Lejeune, je lui ai fait même carrément un slide dédié, sur l'impact environnemental. La problématique, c'est que d'abord, il faut le calculer. Il y a des contraintes réglementaires, on s'en rend pas bien compte, mais des gros groupes, hein. Donc il y a le CSRD, le SBTi, NZDI. Tout ça, c'est des rapports qui doivent, rendre, pour lesquels ils doivent rendre énormément de chiffrage, surtout s'ils sont cotés en bourse. Donc ça donne en fait des concepts de budget carbone et il y a beaucoup d'équivalents de ces contraintes réglementaires en Europe, et d'ailleurs les plans d'action CNC les mettent en scène, et demandent des labellisations, proposent des calculettes carbone, conditionnent des aides, etc. Les problématiques, c'est qu'en fait, on sait que ça dépense énormément d'argent, pardon, d'énergie et d'eau. Ça consomme de l'eau, tous ces outils-là, et pas que, bien sûr, à la génération des modèles, lors du fine tuning, la spécialisation et bien sûr pendant l'usage. Le problème principal, c'est qu'on a énormément de manque de transparence des fournisseurs de ces outils-là. Ils travaillent dans des boîtes noires et même pour la fabrication du matériel, c'est pas simple d'avoir des données parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont les fabricants, les Nvidia et compagnie, c'est ce qu'on appelle un fabless, enterprise, c'est-à-dire qu'ils ont même pas de ils fabriquent pas eux-mêmes, ils ont plein de sous-traitants, et donc regrouper des chiffres, c'est compliqué. Les solutions déjà, alors pour être sûr, de de dépenser moins, se poser plein de questions. Est-ce que ça vaut pas mieux de travailler en local plutôt que dans le cloud? Dans le cloud, c'est très, très coûteux en énergie. Optimiser le fine tuning, se demander si vraiment c'est intéressant de faire de l'IA, là où il y a peut-être d'autres solutions. Il faut savoir qu'autour de la transparence et des données, il y a une étude en cours avec, Oli et l'université de Breda aux Pays-Bas, sur tous ces sujets-là, donc peut-être qu'il viendra nous en parler un peu plus tard. Et voilà, en conclusion, en fait, déjà, il va y avoir beaucoup de livrables. Là, je vous ai livré en quelques minutes une sorte de résumé, hem, très, très rapide. Il y aura énormément de vidéos, de documents, de curation. Il y aura des interviews, des captations, par 3DVF entre autres, mais nous-mêmes aussi. Les tutoriels, on va tous les mettre en ligne, accessibles à tout le monde. De même que les packages qu'on a fait de logiciels, par exemple de Comfy UI, parce que c'est un truc pas simple à installer, c'est un truc de 90 gigas, déjà préconfiguré, qui viennent avec les tutoriels qu'on a fait. On va les mettre à disposition. Ça sera sans doute sur des serveurs de l'ERISA. Il y a même un serveur Notion avec une curation de beaucoup pas mal de tutos. Et puis on va faire des webinaires. Je pense à chaque fois qu'on va livrer des choses, on va faire des webinaires pour expliquer ce qu'ils contiennent et comment s'en servir. Et pour la suite, piste de développement en sciences dures pour revenir au début de la journée avec les chercheurs. Clairement, rapprocher les artistes des scientifiques, il va falloir organiser des choses, plus de choses qu'il y en a, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans notre domaine. Il y en a aussi graph un peu, mais en France, il n'y a pas grand-chose. Sauf qu'arrivent des aides et des appels à projets. Alors là, je m'adresse plus aux gens de l'administratif de Rubica, comme le PEPR ICAR, ICCARE, qui sont des aides pour, organiser des événements, des jams ou des choses comme ça. Donc on va voir ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et puis visiblement les chercheurs ont une immense, plateforme de travail autour de la sémantique. C'est des sujets, très chauds pour eux et en sciences humaines, nous, ça va être très important, je pense, de faire, intervenir des sociologues, des économistes et des humanités, comme on dit, des gens qui travaillent dans la tech, mais qui s'intéressent à l'impact de la tech. Typiquement l'école de Compiègne qui a vraiment une grosse réflexion, autour de ça. Hem et sans doute qu'on va devoir creuser, on va dire, ces concepts d'industrie des contenus et d'industrie des œuvres. C'est sans doute 2 industries qui marchent, ou quelque chose, qui marche sur 2 pieds comme ça. Et dans les prochaines sessions, on va sans doute l'ouvrir avec la dernière question qui s'est posée dans la précédente, qui était: «Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, avec toutes ces techniques? Qu'est-ce que chacun de nous a envie de faire?» J'ai sans doute plein de réponses à ça. Et entre-temps, je vous invite, à co-organiser, d'autres jams. On peut d'ailleurs, partager notre expérience là-dessus. Vous en avez sans doute, aussi de votre côté et puis organiser d'autres tables rondes et continuer cette réflexion et voilà, merci de votre attention. Alors ça encore une fois, c'est le QR code pour accéder à un rapide formulaire, mais donne accès au serveur Discord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre ça devant, mais je vais peut-être y bouger à côté. Alors, il y a de plus en plus d'offres d'emploi pour des prompt engineers.
Effectivement, alors le terme, moi j'avoue qu'il me laisse un peu pantois parce que plus ça avance, plus les outils, parlent en langage naturel. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins à parler le langage de la machine, mais peut-être tout de même, un petit peu encore. Les formations, ouais, j'ai l'impression que vraiment les 2 tiers des formations qu'on nous a décrits, c'est des formations ouais, de sur les bases de d'acculturation, on va dire. C'est quoi dans le fond? C'est un peu comme autrefois on formait, quand l'informatique est arrivée, il y a des gens qui l'ont vu arriver dans l'école, bah, ils ont grandi avec et puis il y a des gens qui étaient déjà adultes, déjà installés, dans des métiers, qui ont vu arriver l'informatique. Il a fallu, c'était un changement de culture, quoi. Il a fallu se former aux bases. Donc pour l'instant, c'est beaucoup ça les formations. Prompt engineer, j'ai l'impression que c'est ça, très souvent l'usage va être de c'est un terme qui a été à la mode. Moi, je trouve qu'il est un peu ridicule. D'abord, c'est pas des ingénieurs, c'est juste des gens qui ont l'habitude d'utiliser un outil, quoi. Hem et que l'outil change. Donc, je sais pas combien de temps ça va tenir ces formations. Il faut savoir il y a beaucoup de gens opportunistes, hein, en ligne qui offrent parce qu'ils ont pratiqué, 1 semaine ou 2 de plus que vous, ChatGPT. Tout à coup, ils sont devenus spécialistes et parce qu'en fait, ça vient d'arriver et ils vont offrir des formations, enfin, ils vont faire payer des formations. Heu, bon, voilà, je vous inviterai à aller voir plutôt des spécialistes comme l'INA, comme l'AFDAS. Est-ce qu'il va falloir absolument apprendre à coder, se plonger de plus en plus dans les maths en tant qu'artiste? Alors bon, l'approche de non, les maths, ça c'est vraiment l'approche d'Artefix parce qu'ils font des effets spéciaux. Il y a toute une partie, en effets spéciaux. C'est tous les artistes, ils passent pas par là, mais il y a une partie algorithmie, heu, dans lequel ils codent pas mal de choses, dans les gens qui se spécialisent dans Houdini, par exemple, ils vont coder de plus en plus de choses. Donc dans cette partie-là, ils vont se faire des cours de maths autour de autour de maintenant des IA génératives, mais je pense que ça touche pas tout le monde et il y aura, il y a vous vous en rendez pas compte, mais vous faites des maths dès que vous dégainez, vos outils de rendu, la plupart des noms des outils, c'est des noms de mathématiciens. Vous faites Euler, Phong, Blin, Lambert, heu, Catmull, quelque chose, et cetera. Vous en rendez pas compte, mais en fait, vous jouez avec des paramètres qui sont des paramètres, sortis de ces algorithmes derrière. Donc certains, qui veulent soulever le capot et développer du code, des TD, des gens du VFX, ils sont obligés de regarder les maths. Pour les autres, ils vont pouvoir se contenter de manipuler, d'avoir des bonnes pratiques, et cetera. Si tout le monde utilise l'IA dans le futur, est-ce que l'art ne va pas s'homogénéiser, au contraire se renouveler? Heu, En fait, non, cette question-là, c'est pas, elle est pas nouvelle, je pense. Heu, ces questions-là, elles sont nées avec l'arrivée de la PAO, comme on appelait ça, de la publication assistée par ordinateur, c'est-à-dire les Photoshop, à l'époque, c'était quoi? Il y avait Photoshop, Illustrator et un outil de Word et d'autres outils de mise en page et on se disait: «Mais en fait, ces outils-là, ils forcent un style, ils forcent, une manière de mettre en page et tout le monde va faire pareil». En fait et en fait et en fait, c'est vrai, n'importe qui n'avait pas de grosse, envie, pouvait faire quelque chose qui ressemblait vraiment à la moyenne et ça a donné, voilà, n'importe quel étudiant faisait des rapports qui étaient bien mis en page et cetera. Parce que quand on n'avait pas ça, c'était plus compliqué. Moi, j'ai fait mes études avec l'arrivée de l'informatique et on faisait des rapports, on découpait du papier, enfin c'était, voilà. Et donc ça a homogénéisé pour le tout venant, on va dire, mais après les artistes, les graphistes, ils ont toujours cherché à avoir un style fort pour se démarquer, en fait. Donc ça va être juste une boîte là, on l'a vu pendant la jam, si on avait laissé, une semaine, vraiment les étudiants, ils partaient chacun dans un style complètement différent, ils rajoutaient leurs pattes, voilà, il y avait un déchet, énorme, hein. Il y a plein de choses qu'ils ont pas pris parce que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire. Donc heu, donc je pense pas. Est-ce que ça implique la séparation de la création de contenu et création d'œuvres? Qu'est-ce que ça implique? Ouais. S Bah, en fait, nous, c'est juste les questions de volume, en fait. En ce moment,
En ce moment, la création j'ai l'impression, je suis pas économiste, il faudra laisser parler un économiste, ou des gens du CNC, des gens comme ça, mais, la création, de comment dire? La création la plus noble, tout ce qui est cinéma, les gros jeux vidéo et cetera, ça vit aussi quand on regarde vraiment les sociétés qui le font, elles s c'est pas là où elles font le plus d'argent, hein. Souvent même le cinéma, c'est là où on fait de la moins de marge et on survit à peine, film après film. Sauf quand ils sont ultra marketés comme des Illumination et cetera. Mais avant ça, je peux vous dire que c'est pas simple et même aux États-Unis, les films à les boîtes à effets spéciaux, elles marchent presque pas. Elles gagnent presque pas d'argent. C'est comme le luxe, l'industrie du luxe, ou de la gastronomie. Et elles vivent beaucoup parce que, à côté, elles font de la publicité, à côté, elles font du contenu qui a pas vocation, très noble et en fait, ça marche beaucoup plus et c'est très industriel et cetera. Et ça demandait jusque-là un peu les mêmes savoir-faire, donc c'était les mêmes entreprises. Avec l'arrivée de l'automatisation comme ça et de la génération d'images de très haute qualité, heu, avec comment une barrière d'accès très basse, heu, s la création de contenu, on va dire, type publicitaire, va sans doute, être accessible à beaucoup plus de gens et va travailler avec une, comment dire? Une logique économique un peu différente et il n'est pas sûr que l'autre partie puisse continuer à vivre de la même manière. Donc il va falloir qu'on répartisse économiquement les flux monétaires et peut-être que les questions des droits aussi va être, des droits d'auteur. Peut-être qu'en fait, quand on gère du contenu ou quand on générera de la musique au kilomètre, du de l'image au kilomètre, aussi facilement, de plus en plus facilement, on pourra pas dire qu'on en est auteur, au même titre qu'on est auteur d'un long métrage dans lequel on a travaillé, 3 ans sur 60 minutes, quoi. Donc il y aura sans doute, des choses à réorganiser autour de ça. Voilà, ouais, va falloir catégoriser juridiquement, voilà, donc c'est en fait l'affaire, c'est là qu'on se rend compte, c'est une affaire de réseau, hein, de réseau de plein de spécialités. Des juristes ont déjà eu planche, hein, eux-mêmes, plus j'en rencontre, plus ils disent la même chose, hein, que c'est déjà faut savoir que c'est déjà un peu le cas, hein. C'est-à-dire que, si toutes les photos on n'a jamais pris autant de photos, depuis l'invention de la photographie. Là, cette année, peut-être, en quelques mois, on a pris autant de photos que le reste de l'histoire de l'humanité, voilà. Hem et en fait, on n'est pas auteur à même, moi, les photos que je prends de souvenirs de vacances ou de famille, heu, si quelqu'un les utilise et cetera, je pourrais pas en demander, des choses à hauteur d'un droit d'auteur tel qu'un photographe le demanderait sur ses photos. Parce que ce photographe, lui, pourra prouver qu'il a une démarche, enfin, il devra prouver qu'il a une démarche d'auteur et cetera. Et moi, je pourrais pas vraiment prouver ça, que j'ai pris des photos de vacances et j'ai sans doute pas à moins que j'ai fait, je les associe avec du texte, j'en fasse un album et cetera, auquel cas ça sera des un travail d'auteur. Faut savoir, de dans le cadre de la photo, par exemple, me disait une avocate spécialisée en droit, heu, les droits d'auteur sont pas les mêmes selon, le type d'œuvre. Donc en fait, on va sans doute devoir étendre ça à la vidéo aussi, peut-être même des longs métrages, à peut-être des albums de musique, on va devoir étendre un petit peu ces distinctions un peu partout. Mais c'est elle existe déjà dans le droit. Enfin, c'est ce que j'en ai compris, mais je suis pas juriste. Gardez des questions pour la prochaine session. Hem, voilà, je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas si Bénédicte veut intervenir. Oui, juste préciser que j'ai partagé un tableau aux étudiants, donc n'hésitez pas à OK. lister vos questions. OK, ouais, Tableau. ouais, très bien. Ouais, on verra comment on s'organise pour lire ça. Tu pourras peut-être m'envoyer les choses en amont, c'est ça? Je te l'ai partagé, Quentin. Ah déjà? OK, d'accord. OK, j'ai pas vu. Sans prendre alors dernière question, peut-être sans prendre l'argument plus profond sur les IA, leur utilisation n'est pas poussée pour des raisons économiques, qui prennent de moins en moins de considération les individus en faveur de la marchande je comprends pas vraiment la question, je t'avoue. Mais il faut savoir que une énorme partie de l'industrie audiovisuelle, c'est la publicité, hein. Et donc c'est organisé autour du consumérisme et ça marche bien.
des applications entières, les TikTok et cetera, ça utilise, votre attention. Ce qui est marchandisé quelque part, c'est l'attention, c'est l'économie de l'attention, comme dirait Bernard Stiegler, ou l'économie libidinale sur nos pulsions à scroller, nos pulsions à voir des choses et cetera, c'est marchandisé. C'est ça qui est c'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc en fait, c'est pas nouveau. C'est ça. Très bien. Bon, on va terminer sur cette question, puis on en prendra plein d'autres, celle donc du tableau qui a été partagée la fois d'après. Merci Quentin. Je t'en prie. À très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.